Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Les titres. Le 1er mai de chaque année marque la journée internationale du travail. C'est une journée de lutte et de célébration pour les travailleurs. Un dîner à l'occasion de cette célébration, le Premier ministre, accompagné du ministre du Travail et de la fonction publique, était aux côtés des travailleurs. Et puis la journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée le 3 mai. En prélude à cette journée, notre rédaction a rencontré un professionnel de médias pour parler des défis qui se présentent aux hommes de médias guinéens. Vous l'entendrez dans un instant. 100 jours depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a secoué la scène internationale à travers ses décisions et l'Afrique n'est pas en reste avec le retrait entre autres du financement de l'USAID et l'introduction de nouveaux tarifs douaniers menaçant l'économie de plusieurs pays africains. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce 1er mai marque la journée internationale des travailleurs et travailleuses. Comme dans nombreux pays, la Guinée n'est pas restée en marge de cette célébration. À cette occasion, le Premier ministre Amadou Ouriba, accompagné du ministre du Travail et de la fonction publique, a pris part à la fête aux côtés des travailleurs. Les discours ont porté sur les réformes engagées pour garantir l'emploi, les réclamations et les engagements des autorités. Reportage à Dibabari. La fête a été marquée par un défilé des travailleurs des différents secteurs d'activité. C'est un signe de joie de vivre un moment qui immortalise le travailleur et le travail. Dans sa prise de parole, le coordinateur général du mouvement syndical guinéen a salué les réformes enregistrées dans le cadre du dialogue social ces dernières années. Elhadji Amadou Diallo a ainsi rappelé la nécessité de créer des emplois pour la jeunesse guinéenne. En dépit de certaines avancées significatives obtenues ça et là par le biais du dialogue social, il est à constater qu'il reste encore des sujets très brûlants. Tenant compte du dividende démographique et de la justice sociale, il invite le gouvernement et les employeurs à veiller sérieusement sur la situation du chômage des jeunes pour éviter à notre pays une fracture sociale aux conséquences incalculables. Dans son discours réponse, le ministre du Travail et de la fonction publique a évoqué la création de plusieurs milliers d'emplois avec le programme Simandou jusqu'à date. Chers secrétaires généraux des organisations syndicales, je vous confirme que Simandou a créé déjà plus de 50 000 emplois. Et cela, chers partenaires, ne peut se faire et ne peut se densifier sans vous. Pour sa part, le Premier ministre Amadou Ouriba a insisté devant les travailleurs de la nécessité du recensement biométrique qui est en cours dans les quartiers. Il a alors invité chacun à se faire enrôler. Des réformes majeures sont engagées et c'est l'occasion d'appeler l'ensemble des travailleuses et travailleurs à travers les structures syndicales de s'enrôler. Le 1er mai est un moment historique à travers le monde, célébré depuis 1989. Une occasion annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. Justement, le 1er mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de lutte pour le droit des travailleurs, une occasion pour dénoncer les abus dans le domaine du travail, ainsi célébrer le courage et l'engagement des travailleurs et travailleuses dans tous les secteurs à travers le monde. Amanatou Diallo. Initiée en 1989 à Paris dans la capitale française, la Journée mondiale des droits des travailleurs est célébrée cette année sous le thème « Dialogue social constructif, facteur de promotion de travail décent et de progrès social ». La Guinée, à l'instar des autres pays, a célébré cette date historique au stade général Lansana Conté de Nongo. Selon Abdoulaye Bari, syndicaliste, des efforts ont été consentis pour l'amélioration des conditions de vie des
des travailleurs guinéens. Mais pour lui, le combat est loin d'être gagné. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu de l'amélioration parce que à tous les niveaux aujourd'hui, nous sommes en train de veiller avec les partenaires sociaux, avec le Conseil national du dialogue social qui est un organe aujourd'hui de veille, avec l'inspection générale du travail aujourd'hui qui est un organe aujourd'hui de régulation pour que vraiment les travailleurs puissent se sentir mieux. Nous appelons les partenaires sociaux, que ce soit aujourd'hui le gouvernement qui garantit quand même la stabilité économique, et aussi appeler notre partenaire social, l'employeur, pour que vraiment ces emplois soient rétablis. Le domaine de l'emploi est menacé en Guinée selon Abdoulaye Bari. Le syndicaliste dit avoir constaté la perte de plusieurs emplois au cours de l'année 2024. Il évoque quelques entreprises qui évoluent dans le secteur privé tout en demandant aux responsables des entreprises de faire des efforts pour maintenir les emplois. Il y a quelques pertes qui sont en train d'être enregistrées, surtout au niveau du secteur minier. Ces derniers temps, vous avez vu la société GAC, la crise qui était là autour vraiment des emplois de plus de 4000 travailleurs. Donc, nous avons aussi, même dans le secteur des téléphones aujourd'hui, il y a des crises, surtout au niveau de la société Celcom, où aujourd'hui l'emploi est menacé. Le combat de plusieurs travailleurs à travers le monde est le respect des 8 heures de travail, temps normal pour accomplir le travail dans les secteurs publics et privés. Cependant, dans plusieurs entreprises, les employés font des heures supplémentaires non rémunérées. Pendant que certains sont dans la fête, d'autres travailleurs de corps professionnels étaient à pied d'œuvre dans leur activité. C'est comme dans la santé, le métier de chaudronnier et les pneumatiques qui sont restés fidèles à leur engagement professionnel. Khadija Kaba et Bangali Kamara sont allés à leur rencontre. Suivez. La fête du travail rend hommage aux efforts et à l'engagement des travailleurs dans leurs secteurs respectifs. Mais à Conakry, tous ne profitent pas de cette journée chômée. Almami Bangoura, pneumatique, depuis plusieurs années, continue de recevoir ses clients comme un jour ordinaire. Pour lui, ce n'est pas le calendrier qui dicte le travail, mais les besoins des clients. Aujourd'hui, c'est la fête du travail et c'est un jour férié. Mais moi, en tant que pneumatique, je ne peux pas rester à la maison sans travailler. Il y a des engins roulants qui circulent partout et ces personnes ont besoin de nos services. C'est pourquoi je suis sur place pour répondre aux besoins de mes clients. Dans les structures hospitalières aussi, l'engagement reste intact. Le personnel médical est en poste malgré le jour férié. Pour le docteur Cheikh Oumar Traoré, laborantin, c'est une question de devoir et de conscience professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes des gardes parce que l'hôpital, c'est l'environnement qui ne connaît pas de repos. Nous sommes là pour prendre soin non seulement de la population, mais aussi pour respecter, n'est-ce pas, les principes de travail de l'hôpital, et qui consiste à être disponible à tout moment et pour que à chaque fois qu'un patient se trouve dans le besoin et qu'il nous rejoigne, que nous puissions faire correctement notre travail. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui. Pendant que certains se reposent, d'autres poursuivent leur mission avec discrétion et abnégation. Une preuve que le travail, au-delà de sa fête, est d'abord un engagement quotidien. Autre titre de cette édition d'information, le 3 mai de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Un prélude donc à cette célébration qui est placée sous le thème « Informer dans un monde complexe à l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse ». Notre reporter à Bangali Kamara a rencontré un professionnel de médias pour parler des défis qui se présentent aux hommes de médias guinéens. Suivez. Placé cette année sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse
et les médias, la Journée mondiale de la liberté de la presse est alors une journée de réflexion pour analyser les différents défis auxquels les journalistes sont confrontés dans la pratique de leur métier de tous les jours. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui impacte l'ensemble des différentes activités, survivre face à cette réalité reste donc un défi mondial à surmonter pour l'ensemble des acteurs du monde des médias traditionnels. En Guinée, cette célébration porte un double défi, à savoir son impact sur le quotidien des journalistes dans le traitement de l'information et le défi de la transition, selon le directeur général de la Direction des relations publiques des armées. Pour le cas précis de la Guinée, il y a un double défi. Il y a le défi lié à l'impact de l'intelligence artificielle sur ce que nous donnons comme information, sur ce que nous faisons comme communication, mais le défi, le plus grand défi, c'est ce défi de la transition. La Guinée s'est lancée dans un vaste programme de refondation de l'État. Ce programme de refondation de l'État, quelle partition pour les médias? Avec la révolution numérique et l'influence de l'intelligence artificielle sur le monde des médias, le directeur général de la DIRPA interpelle les journalistes à se former. Avant, les sons n'étaient pas traités, les images n'étaient pas traitées comme on le fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont les appareils qui pensent, qui réfléchissent à notre place. Il est temps de préparer le personnel du monde des médias à cette nouvelle réalité. Le défi qui est là, c'est un défi de formation. Le défi qui est là, c'est un défi d'adaptation de cette révolution que nous appelons l'intelligence artificielle à nos activités et à nos réalités quotidiennes. Instituée depuis le 3 mai 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée rappelle donc au gouvernement de la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Aussi, une occasion de réflexion entre les professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et l'éthique professionnelle. Et puis, pour faire face aux enjeux de l'intelligence artificielle, la Guinée prend le devant pour se doter d'un cadre éducatif dans le domaine. Ce mercredi 30 avril 2025 s'est tenue à Conakry la première conférence dénommée Dunia, données numériques et intelligence artificielle, une initiative de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée en collaboration avec l'Académie des sciences de Guinée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Des experts nationaux et étrangers ont participé à la rencontre pour donner un contenu qui répond aux attentes. C'est un public reportage signé Anso Bailo Baldé. La Guinée, comme beaucoup de pays en Afrique, entre progressivement dans l'ère du numérique, des données et de l'intelligence artificielle. C'est pour donc inverser la tendance de pays simples spectateurs ou consommateurs de technologies conçues ailleurs que cette conférence dénommée Dunia, données numériques et intelligence artificielle, a été initiée à Conakry. Elle a réuni des experts nationaux et étrangers pour créer des espaces d'échange où les Africains pourront développer leur propre modèle d'adoption, d'innovation et de gouvernance des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. C'est l'initiative de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée en partenariat avec l'Académie des sciences de Guinée. Je pense que Dunia nous rassemble dans le sens que nous allons essayer de voir comment dans notre univers guinéen, dans la richesse de notre pays, comment sous un même chapeau, ensemble, nous construisons quelque chose qui va nous façonner. Donc Dunia, dont le nom évoque la vie, dans une de nos précieuses langues guinéennes, prend une dimension nouvelle et un autre sens dans cette conférence. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à ses côtés, le département des postes, des télécommunications et de l'économie numérique pilote cette ambitieuse vision technologique. C'est donc pour nous le début d'une conversation nationale autour de la question des données et de l'intelligence artificielle. Et nous avons tenu à organiser cela ici à la Cité des sciences en chantier,
pour que l'on puisse marquer le rôle également de cette cité dans le développement et dans l'animation d'un tel débat au niveau national. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de la gestion des données, le cadre réglementaire est primordial et aujourd'hui ce texte devrait venir encadrer vraiment tout ce que nous allons faire comme traitement de données. Nous avons eu un pléthore de données qui vont être créées avec le PNRAVEC. Il faut savoir quelle est l'utilisation que nous allons faire de ces données. À la clôture de cette première édition de la conférence Dunia, données numériques et intelligence artificielle, le Premier ministre Amadou Riba a acté sa présence. Le chef du gouvernement dit avoir tiré des enseignements. Nous sommes venus, principalement moi-même, pour écouter des experts qui en savent suffisamment sur l'intelligence artificielle pour me permettre de modeler mon niveau de connaissance de ce sujet afin de prendre les bonnes décisions dans l'intérêt du pays et pour son progrès et pour le développement des sciences. Avec cette ambition, la Guinée prend un sens stratégique dans le cadre des objectifs du programme Simandou 2040. À présent, mettons le cap sur l'intérieur du pays, précisément à Koundara, cette préfecture qui est à cheval entre la Guinée et le Sénégal, mais aussi entre la Guinée et la Guinée-Bissau, manque d'infrastructures administratives. Par exemple, l'ancienne résidence du préfet est complètement en état de dégradation. Le Premier ministre, chef de gouvernement, Amadou Ouriba, y était pour une immersion. Il a fait le constat en présence de notre reporter Mamadou Tanouba. Koundara est la dernière préfecture de la Guinée située vers l'extrême nord-ouest du pays. Elle fait frontière avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. La commune urbaine de Koundara manque presque de tout. C'est le cas par exemple des bâtiments publics pour le logement des fonctionnaires. La résidence du préfet est l'ombre d'elle-même. Le bâtiment est presque à l'abandon à cause de sa vétusté due à un manque d'entretien. Pour restaurer l'autorité de l'État dans une localité, ça commence par l'habitation. Le préfet n'a pas de résidence. Le bloc administratif fait défaut. Et une fois qu'on traverse l'autre côté de la frontière, l'invitation est là, on ne peut pas recevoir les gens. Le Premier ministre est là, il a découvert lui-même combien une fois le bâtiment est en état de vétusté poussée. Et on l'a fait revoir aussi à côté la cité, la Villa Sili, qui doit recevoir le numéro 1 aussi en nécessité. Cette villa aussi, c'était construite depuis le premier plan triennal. Jusqu'ici, ils n'ont pas bénéficié de rénovation ou du nouveau plan actuel de la modernité. Quand on met les fonctionnaires à Kounda, d'autres pensent que c'est une sanction. Parce que quand vous venez ici, vous pensez que vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes dans une préfecture. D'autres sont réticents par rapport à leur mutation. Des fois, on est en train de les sanctionner à tout moment, mais des fois, on les comprend et pas de logement. Et beaucoup de choses manquent pour que l'homme puisse rester. Il n'y a pas de choses qui attirent. Mais la rigueur est là, mais des fois, on les comprend et il n'y a pas les premiers éléments qui sont là qui peuvent abriter une personnalité. Le Premier ministre Amadou Ouriba a profité de son immersion pour faire le constat amer à Koundara. Le chef du gouvernement interpelle le ministère de l'Habitat pour qu'il agisse en faveur de cette préfecture aux énormes potentiels. C'est une zone stratégique par excellence, sans compter ses potentialités sur le plan agricole, pastoral et autres. D'où la nécessité que pour l'État de revoir la stratégie comme on le fait par ailleurs. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat doit impérativement, dans les meilleurs délais, à l'image de ce qu'il a engagé dans les autres capitales, faire la même chose au niveau de Koundara pour que l'autorité de l'État, à travers son patrimoine immobilier, soit, réhabilitée. C'est le premier acte qui permettra aux citoyens de se sentir également en phase avec les avancées qu'on constate par-ci par-là. Koundara est une porte d'entrée de la Guinée. Faire d'elle une vitrine est le souhait de sa population.
En Afrique, le Gabon réintègre officiellement l'Union africaine après 20 mois de suspension suite au coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023. L'annonce a été faite ce mercredi 30 avril 2025 par le Conseil Paix et Sécurité de l'institution, une décision qui intervient à quelques jours de l'investiture de son nouveau président. Commentaire à Bangali Camara. Le Gabon est officiellement de retour au sein de l'Union africaine. Réuni ce mercredi 30 avril 2025 à Addis Abeba, le Conseil sécurité et paix de l'Organisation panafricaine a levé la sanction qui frappait le pays depuis le coup d'État militaire du 30 avril 2023. À l'instar d'autres pays qui ont connu des coups d'État militaires ces dernières années, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou encore la Guinée, le Gabon avait été suspendu par l'Union africaine, l'empêchant de participer ainsi à l'élection du nouveau président de la Commission, Mohamed Ali Youssouf, en février dernier. La levée des sanctions par l'Union africaine constitue un fait vert politique pour Libreville, alors que le pays tente de tourner la page d'une transition militaire en misant sur la légitimité des urnes et une restriction institutionnelle en profondeur. Cette réintégration survient à un moment hautement symbolique pour Libreville, qui est à 3 jours de l'investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu à la présidence le 12 avril dernier. Le général qui a conduit la transition après la destitution d'Ali Bongo prêtera serment le 3 mai prochain au stade d'Angondje lors d'une cérémonie à laquelle plusieurs chefs d'État sont attendus. Et pour finir, 100 jours après son retour à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a déjà pris des décisions qui secouent la scène internationale et l'Afrique. Le continent subit la première conséquence directe après le retrait du financement de l'USAID. L'agence américaine soutenait des programmes de santé publique essentiels, notamment dans la lutte contre le VIH et l'épidémie d'Mpox, une épidémie qui touche actuellement la République démocratique du Congo et ses voisins. Sur le plan diplomatique, le 47e président des États-Unis d'Amérique a décidé d'introduire de nouveaux tarifs douaniers menaçant l'économie de plusieurs pays africains. Voyons tout ça avec Amanatou Diallo. Le 20 janvier dernier, Donald Trump a été officiellement investi 47e président des États-Unis d'Amérique. Le même jour, il a signé une série de décrets concernant l'immigration irrégulière, l'énergie, le commerce international et tant d'autres. Quelques mois plus tard, le président américain décide d'augmenter les droits des douanes impactant plusieurs pays africains, comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Lesotho, le Madagascar, le Botswana, ou encore l'île Maurice. Cette mesure controversée de l'administration Trump a perturbé les économies des pays africains qui étaient pourtant stables. Des pays comme le Kenya et l'Afrique du Sud, dont les exportations vers les États-Unis sont cruciales, ont vu leur compétitivité sur les marchés mondiaux diminuer. Notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches ou lointaines, des alliés comme des ennemis, avait lancé Donald Trump le 2 avril pour justifier l'augmentation générale des droits des douanes. De son côté, l'Union africaine a affirmé ce 7 avril que les États-Unis ont mis fin à des décennies de coopération et a exhorté Donald Trump à reconsidérer sa décision de guerre commerciale lancée contre les pays africains. Certains dirigeants africains comme le président zambien soulignent que ces décisions prises par Donald Trump mettent en lumière la nécessité pour les nations africaines de renforcer leur capacité à mobiliser et à gérer efficacement leurs ressources locales. En réponse aux défis posés par la réduction de l'aide extérieure. Du côté sécuritaire, la réduction partielle de l'implication des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, notamment contre des groupes comme Boko Haram et Al-Shabaab, ont affaibli les efforts régionaux pour contrer ces menaces sécuritaires croissantes. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir sur vous.